Alfonso, nous là. Bonjour. Oui, bonjour Alfonso. Comment vas-tu? Ah ben ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, ça fait un petit moment. On a eu l'occasion de faire certaines émissions, voilà, certains directs. Mais tu es dans ce salon, qu'est-ce que tu en penses déjà? Bah, je trouve que c'est une excellente initiative parce que Babette a eu l'idée géniale de pouvoir mettre en valeur bien nos talents culinaires d'outre-mer. Je crois que tout le monde est représenté. Elle a, tu l'as dit tout à l'heure, invité la Louisiane, qui est un pays qui est très proche de nous. J'ai fait une interview avec, ça m'a impressionné d'entendre des mots en créole, cribiche, tout ça. Voilà, c'est incroyable. qui ont aussi des mots créoles comme nous, et puis c'est une population qui nous ressemble. Donc tout ce rassemblement du monde créole et francophone, parce que ça fait partie de la francophonie, tout cela, moi je trouve que c'est une excellente idée, et pour montrer que nous sommes là, avec les autres, et que nous occupons une place qui est certes originale, mais qui est là, qui existe. Quand on regarde les chaînes nationales, on ne nous voit pas. Hein. Est-ce qu'il y a un manque à ce niveau-là? Parce que la cuisine, on va dire, des Antilles, des dom-toms, on n'est pas très bien vu là-dessus. Oui, non, il y a déjà... un manque de visibilité. Oui, il y a déjà Babette qui fait des émissions. Qui a commencé depuis plusieurs années sur plusieurs chaînes. Et puis on a vu petit à petit l'apparition de beaucoup de blogueuses. Et ces blogueuses, elles aussi, occupent une place importante et cela contribue à faire connaître autre chose que les acraboudins. On va un petit peu parler de toi. Tu viens de sortir un livre concernant l'Odyssée médicale. Ça parle de quoi? C'est l'histoire de la médecine à Cuba. Parce qu'on le sait peu, mais la médecine cubaine, malgré plus de 50 ans d'embargo, est une médecine qui s'est développée en autarcie, mais qui s'est tellement développée qu'elle est aujourd'hui une des médecines les plus performantes du monde. Et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Et on est capable de soigner sur place de nombreuses pathologies, même que les Occidentaux viennent se soigner à Cuba. C'est extraordinaire parce que lorsque les gens ont découvert ça, ils disent mais on ne savait pas. Mais par exemple en matière ophtalmologique, surtout le vitiligo aussi, ils sont... parce que le seul endroit que... D'ailleurs, le point de départ de mon livre, ça a été le vitiligo. Parce que j'avais rencontré un médecin qui était atteint du vitiligo à la Martinique et qui chaque année allait se faire soigner à Cuba. Mais il m'avait dit, mais tu peux aller voir là-bas parce que tu peux aller enquêter sur place parce qu'il y a d'autres choses à voir, il y a d'autres domaines. Ils sont... non pas, par exemple, pour une pathologie qui touche beaucoup de monde, celle du cancer, ils sont en train de mettre en place des thérapies qui prolongent de beaucoup la vie des gens. Ils sont à même bientôt peut-être de vaincre le sida. En tout cas, on a l'impression que leurs recherches fondamentales se font dessus. Et c'est tout ça que j'essaie d'expliquer aujourd'hui. Mais Jean-Jacques, on parle de la médecine, mais on parle de l'art culinaire, on parle de la cuisine, la gastronomie. Ça se ressemble un petit peu, dans la mesure qu'on a ce qu'on appelle les remèdes rasiers. C'est fabriqué là-bas, on a cette avancée là aussi. C'est important, on n'en parle pas assez. Alors, j'ai l'impression. Hein. Non, tu parles des remèdes rasiers, c'est très important. Parce que l'on oublie souvent que la plupart des médicaments ont une base. Et cette base, c'est quoi? C'est les plantes. Eh bien, je vais te dire quelque chose. À Cuba aujourd'hui, les plantes sont vénérées. Elles sont enfermées. Par exemple, lorsque je suis allé à Cuba pour faire mon enquête sur la médecine cubaine, je n'ai pas pu avoir d'autorisation pour entrer dans les lieux où justement on élève ces plantes, où on les vénère, où on les transforme, etc. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est presque un secret d'État. Les Cubains
Les plantes sont enfermées quasiment dans un bunker. C'est dire l'importance que l'on donne. Et la pharmacopée cubaine est quelque chose qui a permis justement le développement de cette médecine et a permis de pouvoir trouver des médicaments non toxiques, non chimiques, qui justement permettent de soigner de très nombreuses pathologies. Voilà. Tu as fait pas mal de romans, tu as sorti pas mal de livres, tu es journaliste. Que fait Jean-Jacques Seymour actuellement? Eh bien, il est toujours journaliste et il écrit. Je voulais dire sur quelle chaîne? Eh bien, il écrit. Bon, ben là, je travaille sur de multiples chaînes. Je travaille en télévision, justement, sur une chaîne africaine internationale où je suis éditorialiste. Je travaille également sur Tropic FM pour essayer de donner des informations. Et je vais peut-être mettre en place ma propre radio avec. Pour pouvoir... Je vais postuler, hein, parce que mon dada c'est la radio. Ton dada c'est la radio, oui. Je crois que c'est le seul média que l'on a épousé un jour et qu'on ne va jamais quitter. Voilà. Je vais faire un petit rappel quand même, parce que ça fait toujours plaisir. Quand on voit Jean-Jacques Seymour, on va tout de suite à France Antilles Guadeloupe, après la Dominique Radio Jumbo. Bien sûr, bien sûr. Et également RCI Radio Caraïbe International à Sainte-Lucie, puis à la Martinique. Après ce long parcours, comment tu te sens? Ben, moi je me sens bien. Un homme comblé? Oui, puis c'est pas fini, puisque la radio, c'est le média en général, c'est ma passion. Donc j'essaie de rester dedans tant que je suis en vie. J'essaie de... Et puis on te voit cuisiner les personnalités, on t'en a entendu, hein, si on parle de cuisine. Oui, puisqu'on est dans un salon de la gastronomie, oui, il faut les cuisiner, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens appellent des fake news, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, et il y a beaucoup surtout de manipulation des gens à travers des informations, parce que ceux qui détiennent le pouvoir veulent le garder, et ils font circuler toutes sortes de choses sans rétablir il faut rétablir la vérité des choses. Nous, on va parler franchement, je voulais te poser quelques questions politiques, hein. Par exemple, qu'est-ce que tu penses du Gély jaune? Qu'est-ce que tu penses le gouvernement actuel? Est-ce que l'outre-mer, il y a un combat pour tous nos demandes? Alors, tu as deux questions. Tu as d'abord celle des gilets jaunes. Moi, je dis que chaque fois qu'il y a des injustices quelque part, les hommes doivent se soulever. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. J'ai un long passé de rencontres avec des personnalités politiques, économiques, sociales, outre-mer et ici. Et je sais très bien ce qui se passe parce que je suis sur le terrain. Donc il y a des injustices, il faut qu'elles soient corrigées. Et pour qu'elles soient corrigées, il faut que les gens se lèvent. Ça, c'était ta première question. La deuxième, c'est sur notre représentation outre-mer. Eh bien, on va prendre un exemple qui est tout récent. Le président de la République a reçu un certain nombre de personnalités d'outre-mer à l'Élysée pour faire son grand débat national. Moi, je dis personnellement, il y a 2 ou 3 personnes qui ont pu s'exprimer, mais il y a des gens qui étaient un peu complexés dans ce domaine où ils étaient reçus. Ils étaient véritablement complexés. C'était orchestré, c'était pas assez... C'était orchestré, etc. Et moi je dis ceci, parce que j'ai vécu très longtemps dans l'ombre d'Aimé Césaire, je dis qu'il faut qu'on cesse d'être le jouet sombre au carnaval des hommes. On en est loin du PPM, enfin de Césaire, de tous ces hommes qui ont mené au combat. Je dis qu'aujourd'hui, la parole de Césaire, après 50 ans de combat, est toujours d'actualité. Et ce dernier exemple que nous avons eu prouve véritablement que c'est là, en pleine lumière. Césaire n'est plus là parmi nous, mais ce qu'il a écrit reste. Et j'ai trouvé des hommes et des femmes le jouet sombre au carnaval d'un chef d'État. J'ai honte. Voilà. Jean-Jacques, s'il y avait un souhait, une idée forte, un message fort, ce serait lequel?
Ben, pour les gens de l'outre-mer, des dom-toms? eh ben, que les gens de l'outre-mer continuent le combat pour vaincre toutes les injustices qui, malgré la départementalisation, la régionalisation, continuent de se perpétuer. Il faut qu'on cesse d'être des gens au service des autres. Il faut que nous affirmions nos personnalités, parce que nous avons des talents énormes dans tous les domaines. Voilà, mon expérience me dit que c'est vers tout cela que l'on doit aller. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, ça va, voilà, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils font pas mal de rendez-vous, que ce soit avec Hollande, que ce soit avec Jacques Chirac et bien d'autres, maintenant c'est rendez-vous avec les Outre-mer. On a l'impression qu'il n'y a rien qui n'avance. On se réunit pour dire quoi? On se réunit pour dire rien du tout, juste pour s'amuser. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Il ne s'est rien passé, parce que tout ce qui a été dit, on le connaît. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le journalisme, ça fait 40 ans que j'entends les mêmes discours. J'avais participé en 2009 aux États généraux de l'Outre-mer. C'est les mêmes problèmes qu'on remet 10 ans après avec les assises de l'Outre-mer. C'est toujours les mêmes revendications, etc. Donc on a l'impression que rien n'avance pour les petits, pour nous, mais que le ruissellement, il reste là-haut, hein, il ne se fait pas. Voilà. Jean-Jacques, je te remercie. Et puis, continue à basser Mouna, bon travail. Absolument. Et puis, merci pour tout ce que tu fais aussi. Je voulais te remercier. Et à chaque fois que je m'arrête pour t'interviewer, tu dis toujours OK. Je te remercie pour ça. Merci, Alfonso. Merci. À bientôt. Alfonso, Moula.